C'est l'heure du second débat de ce Sens Public, débat thématique. On est à moins de 20 jours du premier tour des élections municipales avec un enjeu qui est de plus en plus crucial, le logement. Regardez ce sondage, 7 électeurs sur 10 vont tenir compte des programmes et des propositions des candidats sur le logement et l'immobilier avant d'aller voter au Pays Basque par exemple. On peut même dire que c'est, dans d'autres régions d'ailleurs très touristiques, l'équilibre économique de la région qui est en péril, faute de logements disponibles. C'est un reportage à Bayonne, signé Céline Schmitt. Merci beaucoup. Sur la côte basque en hiver, les surfeurs prennent les vagues face à des maisons aux volets fermés. Ces résidences secondaires, inoccupées pendant une longue partie de l'année, jurent avec une crise du logement qui sévit dans toute la région. À Bayonne, Léna, 34 ans, a cherché un appartement pendant près d'un an. Et à chaque fois, le même constat. Là, c'est 800 € pour un 38 mètres carrés. Mais c'est un T1 bis, c'est même pas un T2. Donc c'est beaucoup, c'est cher. Peu d'offres, des prix inabordables pour un salaire médian et de nombreux abus de la part des propriétaires. Ils décident de louer que de septembre à juin et de libérer les appartements de juin à septembre pour du saisonnier. Moi, je voulais quelque chose pour m'implanter et être vraiment là à l'année et vivre ici sans avoir besoin de réfléchir à où est-ce que j'allais mettre mes meubles et mes bagages l'été, quoi. C'est finalement grâce aux bouche à oreille que Léna a pu se loger dans ce 40 mètres carrés, la fin d'un long parcours du combattant. En ayant un poste dans la fonction publique et en étant en CDI, moi j'étais, c'est vrai, quasi sûre de trouver quelque chose, même si je savais que la situation était compliquée. Et je me suis rendu compte que non, et ça m'a dépassée. Enfin, je me suis rendu compte de l'ampleur de la catastrophe. Selon la plateforme citoyenne Ariane Bizi, se loger au pays, le nombre de personnes sans abri a doublé en 10 ans au Pays Basque. Face à l'urgence en 2023, les maires de la région ont voté quasiment à l'unanimité une mesure dite de compensation. Désormais, un propriétaire qui souhaite mettre un bien en location saisonnière doit compenser cette perte par la transformation en logement d'un autre local non dévolu à l'habitation. Autre changement depuis le mois de novembre, les loyers sont plafonnés. Deux combats menés par ALDA, un collectif citoyen régional qui veille également au bon respect de la loi. J'ai un propriétaire qui malheureusement ne souhaite pas baisser le loyer en fait. Okay. Malgré la demande que je lui ai faite. Dans le cas de Bérangère, le dépassement de loyer s'élève à 200 €. Mais sans l'accompagnement juridique d'ALDA, cette trentenaire n'aurait pas osé les réclamer. Une pression qui permet de réguler le marché. On va peut-être pas entamer une bataille contre un propriétaire, parce que pour nous, c'est lui qui gagnera en fait. Moi, je ne pouvais pas me permettre de mettre à dos mon propriétaire, de peur d'être dehors. Ce qui a réussi à être obtenu en 5 ans sur ce territoire par la mobilisation citoyenne, par le collectif qui s'est créé au sein d'ALDA, il prouve qu'en fait, on n'est pas condamné à subir. Ici, le drame du logement menace l'équilibre économique même de la région. Pour loger leurs salariés et éviter des départs, Peyo Etchelekou et 8 autres chefs d'entreprise ont investi près d'1 million €. Nous avons réhabilité la moitié de cette vieille ferme où nous avons réalisé 4 logements différents, 2 T3 et 2 T4. Les loyers proposés sont 25 à 35% inférieurs au prix du marché, une solution qui accentue la pression économique sur les entreprises. On est entre le marteau et l'enclume, on a une pression très forte sur nos marges. Et on sait qu'on ne peut pas assurer de développement, voire même de maintien pour nos entreprises, si nous n'avons pas la capacité à faire venir et à garder nos salariés. Le projet baptisé Travailler et vivre au Pays Basque fait déjà des émules. Des entreprises des 4 coins de la France cherchent déjà à l'imiter. Et on se demande comment les maires peuvent répondre à la crise du logement. Je vous présente mes invités. Cédric Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes sénateur Horizon de la Marne, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et membre de la délégation aux collectivités territoriales. Catherine Sabat, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes déléguée générale de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Et vous avez, on en parlera tout à l'heure, réalisé un sondage auprès des maires pour connaître leurs priorités en la matière. Pierre Madec, bonsoir et bienvenue. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste des questions de logement et enseignant à Sciences Po Paris. Et Anne-Charlène Bézina est restée à mes côtés, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public. On va rester dans la foulée de notre reportage au Pays Basque, Cédric Chevalier, sur ces villes touristiques. De quel pouvoir dispose le maire pour essayer de rééquilibrer la donne? Est-ce qu'il en attend que ça?
Alors, je vous dirais qu'il a un certain nombre de pouvoirs, effectivement. Il a, avec un certain nombre de dispositifs qu'on vient de voter, parce qu'il y a... En fait, le problème du logement, il est très disparate en fonction des collectivités territoriales. Là, on parle du Pays Basque. C'est pas le même dans la Creuse, c'est pas le même dans la Marne. Et même dans la Marne, je pourrais vous dire qu'il y a des différences. Donc, effectivement, chaque territoire est un peu différent et doit répondre à des spécificités. Donc, les outils, principalement, déjà au démarrage, c'est tout ce qui est lié aux documents d'urbanisme. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir, dont le maire doit pouvoir maîtriser le projet territorial. Après, il y a un certain nombre d'autres dispositifs fiscaux, voilà. Mais est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est une vraie question. Effectivement. Je reste sur les zones touristiques. À quel point, on va citer Airbnb, forcément, ça a changé la donne dans ces régions, Catherine Sabat? On peut dire qu'il y a quand même toute une partie du marché de logements mis en location qui s'adressait à des ménages qui habitaient là à l'année, qui sont passés dans un marché, disons, de courte durée, qui était avantageux pour les propriétaires d'un point de vue fiscal, d'un point de vue de rénovation thermique, parce que jusqu'à peu, il n'y avait pas besoin de faire un diagnostic de performance énergétique pour louer ces logements. Et en plus, on pouvait louer plus cher. Donc, il y a eu quand même un transfert massif de ces logements vers ce marché de courte durée qui a atrophié le marché locatif classique. Avec des locataires qui, parfois, sont obligés d'accepter de quitter le logement pendant les 2 mois d'été et qui dorment dans leur voiture. Hein. C'est ces situations-là dont on parle. Hein. C'est ce qu'on appelle au Pays Basque les baux pourris, c'est-à-dire des locataires qui n'ont pas d'autre choix, de peur de ne pas retrouver un logement, que d'aller s'installer ailleurs pendant l'été, avec des loyers en plus qui sont élevés. Hein. Oui, effectivement, avec quand même une loi qui a été votée en mai 2024, qu'on a appelée la loi anti-Airbnb. Est-ce que les maires sont quand même un peu moins démunis depuis ? Alors oui, on leur a donné des outils pour réguler, parce qu'en effet, pendant très longtemps, les maires avaient un pouvoir d'action sur le neuf, sur la construction. Oui. Et on sait bien que le neuf et la construction, c'est une toute petite partie du problème et donc de la solution. Le gros vient de l'ancien, et donc il fallait donner des pouvoirs aux maires d'être capables de mobiliser des logements. Maintenant, avec la loi Le Meur, ils sont en capacité de le faire. Encore faut-il qu'ils se saisissent de l'outil, qu'ils aient une bonne connaissance aussi du terrain. C'est que c'est pas forcément facile de connaître quand vous êtes sur un territoire quel logement est en Airbnb ou quel logement ne l'est pas. Là, aujourd'hui, c'est un peu tôt, évidemment, pour évaluer cette loi. Ouais. Le logement qui pèse de plus en plus sur le budget des Français, vous devez vous en rendre compte, vous qui nous regardez, en moyenne 27% des dépenses d'un foyer. Alors, ça englobe évidemment le loyer ou le remboursement de prêts, les charges courantes. Puis alors, ce chiffre, il monte quand on parle des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Là, ça représente 40% des dépenses. Cédric Chevalier, je voudrais qu'on comprenne à quel point cette question du logement, ça infuse sur la santé économique des villes, par capillarité d'une certaine façune. Alors, encore une fois, chaque situation est différente. Mais bon, non, mais je tiens à le préciser parce que... mais ça pesait pas autant il y a une quinzaine d'années, le logement dans le budget des Français. Financièrement, c'est lié aussi à une évolution du coût de la construction au sens large. Ouais. Je dirais, entre le foncier qui devient de plus en plus rare. Et d'ailleurs, plus il y a une tension dans une ville, plus le foncier est rare, plus il est cher. Donc voilà, vous ajoutez à ça un certain nombre de coûts de construction au global, plus, comment dirais-je, l'histoire des normes, enfin un certain nombre, sur le neuf, j'entends, je rebondis, et effectivement, ça fait aujourd'hui un prix de sortie au loyer qui est de plus en plus cher. Moi, je rajouterais quand même un élément, parce qu'il y a une chose sur les communes qu'on ne regarde pas assez, c'est le taux de vacances. Je crois qu'il y a beaucoup de logements vides, quoi. Il y a beaucoup de logements vides en France, et je pense que c'est un élément, et je pense aussi qu'il y a eu un coup de balancier dans la protection. Alors, je voyais dans votre reportage entre le locataire et le propriétaire, et je trouve qu'il y a eu un déséquilibre aussi, parce que, et même dans des collectivités territoriales, aujourd'hui, on ne veut plus louer. On ne veut plus louer parce qu'il n'y a pas non plus une protection du propriétaire dans le retour sur... Donc tout ça fait qu'à un moment donné, il y a une sorte de protection quand vous investissez dans le bien, qui fait que ça peut être un élément extrêmement cher. Et dans les villes qui sont relativement tendues, ça a été dit, à un moment donné aussi, on fait des loyers chers parce qu'on sait qu'il y a une forte demande, et ce qui est rare devient cher, et donc on joue aussi sur le prix du loyer. Oui, effectivement. Avec quand même, je repose la question sur peut-être un cercle vicieux d'un logement qui pèse autant sur les finances des foyers français,
sur la qualité de vie en général, notamment dans les centres-villes, Catherine Sabat. Oui, il y a une capillarité là qu'on peut décrire. En fait, le logement, c'est quand même le socle d'une vie digne. Alors, plus on met d'argent dans son logement et plus ça prend sur le pouvoir d'achat et sur le reste à vivre des propriétaires ou des locataires, et moins ils peuvent dépenser dans l'économie, mais moins aussi ils peuvent dépenser pour leur santé, moins ils peuvent dépenser pour l'éducation de leurs enfants, moins ils peuvent dépenser pour les transports qu'ils sont obligés de prendre parfois pour se rendre à leur travail, pour leurs vacances, etc. Donc il y a une influence énorme du logement. En France, on dit quand le bâtiment va, tout va. Oui. Moi, je pense que quand le logement ne va pas, rien ne va. Et franchement, aujourd'hui, je trouve qu'on est à 1 mois, même pas 3 semaines du premier tour des élections municipales. C'est important que les candidats et les candidates mettent ce sujet à leur programme pour répondre à un sujet de vie quotidienne qui est de plus en plus mentionné dans les sondages par les électeurs et les électrices. Et je le souligne parce que ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que je pense que si les futurs maires ont envie de parler à leurs électeurs de ce qui les concerne, eh ben, qu'ils leur parlent de logement, parce qu'en parlant de logement, ils parlent de mobilité, d'éducation, de santé, et en fait, ils parlent de la vie quotidienne. Oui, d'ailleurs, on va le revoir, je l'ai dit en lancement, 71% des Français qui vont voter en tenant compte des programmes et des propositions des candidats sur ces questions de logement. Est-ce qu'on peut inverser cette logique, Pierre Madec ? C'est-à-dire faire en sorte que ce poste-là budgétaire soit moins lourd pour les Français ? Alors oui, il y a des solutions. Je voudrais juste revenir sur l'impact économique. Il faut avoir en tête que cet impact, il est massif. Il est massif au niveau local, ça a été dit dans le reportage. C'est-à-dire qu'il y a des communes aujourd'hui qui voient partir des entreprises parce que les entreprises ne sont pas en capacité de loger leurs salariés, ce qui est quand même un problème. Il est massif au sein des entreprises parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés de recrutement pour certaines qui sont liées à un marché du logement trop tendu. On a du mal à fidéliser les salariés aussi parce qu'on voit que les temps de déplacement domicile-travail ont tendance à s'allonger, et donc ça a un impact local, ça a un impact national aussi, parce qu'en effet, l'argent qui est mis dans le logement aujourd'hui, en gros, dans les loyers du parc privé notamment, mais pas que, c'est de l'argent qui ne va pas ailleurs. Oui, on ne consomme pas ailleurs, quoi. Et ce qu'on voit très bien, les chiffres de l'INSEE le mentionnent, c'est une augmentation très importante des dépenses préengagées des ménages. Dans les dépenses préengagées, le post-logement pèse le plus gros. Donc l'impact, il est massif. L'impact, il est aussi massif quand il s'agit de loger, par exemple, les étudiants. Il peut y avoir du renoncement à la poursuite d'études supérieures parce que des étudiants ne sont pas en capacité de se loger dans des bassins d'emploi dynamiques. Alors, comment on inverse la logique ? Est-ce qu'il faut changer, par exemple, la fiscalité ? Alors, aujourd'hui, on a une fiscalité immobilière qui repose en gros sur des prix immobiliers chers. Plus vos prix sont élevés et plus il y a de transactions sur votre commune, plus vous allez avoir de recettes fiscales. C'est bizarre, c'est pour le moins bizarre. C'est-à-dire qu'on a une tendance à vouloir attirer, rendre le territoire attractif. Ça a du coup un effet sur les prix immobiliers et on s'enrichit là-dessus. Le problème, c'est que ça crée des difficultés. On l'a vu par exemple à Paris quand il y a eu un effondrement des transactions immobilières. Au moment du resserrement des conditions de crédit, vous avez une baisse des transactions immobilières. La mairie de Paris et il n'y a pas qu'elle, qui faisait reposer une grande partie de ses finances locales sur les transactions immobilières à des prix élevés, se retrouve obligée d'augmenter la taxe foncière parce que les DMTO, donc les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, comme on les appelle, se sont effondrés. Mais ça, c'est la preuve qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème d'inégalité territoriale, parce qu'en gros, ce système-là, il fait que les communes qui vont très bien, qui sont très attractives, où les prix sont élevés, les transactions nombreuses, ont les capacités financières à investir et donc à être de plus en plus attractives. Et puis les communes qui vont pas bien, où les prix immobiliers baissent et où les transactions sont peu nombreuses, elles ont des capacités financières qui sont très faibles et donc elles ne peuvent pas investir. Et c'est ce qu'on appelle en économie urbaine le cercle vicieux de la décroissance urbaine. Donc il faut inverser cette logique. Et il faut un peu plus de péréquation aussi entre les territoires, à mon avis. Est-ce qu'on peut effectivement inverser cette logique, Cédric Chevalier ? Est-ce qu'il faut modifier la fiscalité immobilière ? Est-ce que si on cherche des solutions pour sortir ? Moi, je pense qu'il y a déjà un sujet d'aménagement du territoire. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut... sur un certain nombre de territoires, vous avez à un moment donné une concentration de grandes métropoles où voilà, ça se concentre, une demande, une raréfication. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à un moment donné, et ça, les élus locaux ont ce pouvoir de travailler sur des vrais projets d'aménagement du territoire, lorsque vous n'avez pas que communaux. Je pense que la dimension, elle doit être intercommunale, de pouvoir réfléchir là où on peut positionner un certain nombre de personnes. Et ça se réfléchit aussi avec l'ensemble des collectivités, notamment les régions, en matière de mobilité, de TER. Je crois qu'à un moment donné, voilà, c'est déjà une vraie réflexion pour un peu desserrer les taux, parce que... Encore une fois, le prix de loyer de sortie dans le neuf, y compris d'ailleurs même dans l'ancien,
Parce qu'à un moment donné, quand vous devez faire un certain nombre de travaux, de réhabilitation, vous le faites reporter sur quelqu'un et vous le faites reporter sur le locataire. Donc je pense que déjà, desserrer cet étau par rapport à ça, je pense aussi qu'il y a une notion, c'est pas que fiscale, c'est que les contraintes qu'on a imposées, notamment en termes d'indices, en termes de performance énergétique, bon, on s'aperçoit que là, il faut peut-être un peu moins... ça a été fait, là. Ça a été fait, mais c'est pareil, on fait tout au même moment, ce qui fait que les entreprises sont tous consultées au même moment. Enfin, il y a un goulot d'étranglement, les prix augmentent. Enfin, il faut réfléchir un peu calmement, poser territoire par territoire. Et je pense que la super métropolisation, à un moment donné, elle n'a pas que des très très bons effets. Donc moi, je suis plutôt à travailler sur des bases d'aménagement du territoire, s'appuyer sur des communes moyennes, sur des bourgs-centres, quand on peut, pour pouvoir un peu desserrer les taux immobiliers et donc les coûts derrière. Sans forcément s'attaquer à la fiscalité. Catherine Sabat. Oui, je voulais dire, si on prend le temps de réfléchir, en fait, on peut réfléchir au fait que le logement, on a tous rapidement fait de dire qu'il traverse une crise. En fait, c'est un bouleversement beaucoup plus structurel. C'était une crise, quand elle est passée, tout recommence comme avant et ça repart. Là, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et ce bouleversement structurel, il est lié à des changements qu'on n'avait pas forcément vu venir ou dont on n'avait pas forcément vu les conséquences sur le logement. Donc, je parle de la pauvreté qui augmente. Je parle du climat, quand votre maison a été inondée 4 fois ou quand elle est emportée par un ouragan, parce que ça arrive aujourd'hui sous nos latitudes. Qu'est-ce qui se passe en termes de valeur de propriété, en termes d'assurance et d'assurabilité de certains territoires? Les modes de vie ont changé, donc aujourd'hui, beaucoup plus de divorces, des cohabitations, mais aussi des personnes qui vivent plus longtemps, donc qui sont aussi dans des maisons qu'elles occupent plus longtemps, avec moins de personnes à l'intérieur. Donc une démographie qui change tout. Et tout ça, en fait, on ne l'a pas suffisamment analysé et on continue à faire fonctionner le système du logement comme il fonctionnait dans une période de croissance, dans une période de besoins très bien identifiés, ceux qui ne sont plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a besoin de logements, mais est-ce qu'il faut construire, est-ce qu'il faut rénover, est-ce qu'il faut remettre les logements vides sur le marché? C'est toute une politique qu'il faut modifier au-delà de simplement réfléchir à la fiscalité, je pense. Alors il y a 2 thématiques dont on va parler, la question de l'encadrement des loyers, c'est un vrai pouvoir des maires, on y viendra dans un instant. Mais d'abord, on s'intéresse aux logements sociaux. Une question qui nous vient de Rouen, c'est Habib qui nous dit pourquoi les communes n'arrivent pas à respecter le taux de logements sociaux. Vous allez répondre à cette question, Anne-Charlène, dans une seconde. D'abord, je vous donne un chiffre. On est à près de 3 millions, 2 900 000 ménages en attente d'un logement social en France. Le chiffre est assez vertigineux. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous, Anne-Charlène. Donc, en commençant par cette loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain. Question autour d'un éventuel contournement. On fête les 25 printemps de cette loi. En effet, 25, bientôt 26, puisque c'est le fameux article 55 de cette loi qui a installé le taux de vin porté à 25% depuis une loi plus récente, de logements sociaux pour les communes de plus de 3500 habitants, dans certains niveaux d'enclave. Mais c'est donc un objectif courageux avec en plus quelque chose d'assez original au niveau législatif, un système de sanctions qui a été imaginé dès le départ. Cette idée que, en cas de carence, vous avez un prélèvement financier sur votre budget communal. Alors, on avait le sentiment que ça pouvait à peu près fonctionner. 2017-2019, par exemple, on comptait la moitié des logements sociaux qui avaient été construits grâce à cette loi SRU. Et pourtant, je le disais, elle est souvent contournée. Souvent, c'est même un petit mot, étant donné qu'en réalité, par exemple, on va dire sur à peu près le cheptel de 2000 communes concernées, une grosse moitié n'atteint pas les seuils. 700 n'atteignent pas leur objectif triennaux cette fois-ci, et à peu près 340 sont carrément mises en carence sur la période. Là, on était dans les chiffres 2021-2022. Donc le contournement est en réalité assez aisé. Il est multifactoriel. D'abord, sur les possibilités de construction, vous pouvez tout à fait à peu près marginalisé, avec notamment l'usage des documents d'urbanisme dont on a parlé. Ensuite, on peut aussi appliquer la loi, mais la vider complètement de son objectif, en choisissant finalement des loyers modérés, mais plutôt pour certains types de ménages. Et puis, vous avez des usages d'exemption assez simples, communes touristiques, marchés plutôt tendus, et on le sait, en plus, des communes qui n'hésitent pas à payer l'amende, on va dire, anti-SRU, avec notamment une EI sur Seine qui en avait fait une espèce de vitrine pendant les
premières années d'application. Donc, en synthétisant, on va dire que les communes les plus riches ont plutôt tendance à ne pas avoir peur de la sanction et donc à parfois avoir tendance à appliquer en traînant des pieds, ce qui crée une inégalité très forte d'application. Et le taux de réalisation va aussi dépendre du bord politique de votre maire. Donc, ça affaiblit sérieusement les objectifs. Oui, pour conclure, quelle leçon vous en tirez ? Moi, j'ai l'impression que cette loi SRU, en fait, elle est symptomatique de ce que j'appelle le paradoxe du maire. C'est-à-dire qu'en fait, il est, on va dire, entre le marteau et l'enclume, d'objectifs tout à fait contradictoires. Le législateur n'a pas hésité à aller croissant, on l'a dit, passer de 20 à 25%, permettre même au préfet de récupérer la capacité de sanction. Mais parfois, la demande de l'électorat est contradictoire. Et puis, le législateur lui-même a été ambivalent. Typiquement, en 2018, vous allez avoir l'avis du maire qui est demandé pour les votes de logements sociaux, mais vous changez le nombre de logements qui vont être concernés. On a parlé très longuement du fait que Gabriel Attal avait un peu flingué, on va dire, la loi SRU dans l'œuf en considérant que, bon, oui, on maintenait les objectifs de la loi Borloo de 2000, mais en réalité, il augmente le nombre de logements qui sont considérés comme sociaux. Donc, bon, on voit bien qu'il y a de l'ambivalence. Et ce qui me semble pourtant, c'est que ça serait une chance pour les maires, étant donné que la compétence communale et intercommunale est vraiment clé sur ces secteurs du logement social. Il y aurait en réalité de quoi faire un véritable moment de diversité de l'habitat, des potentialités dignes de l'époque. Et pourtant, il suffirait que les maires s'en saisissent. Alors, votre avis aux uns et aux autres. Je commence avec vous, Pierre Madec. Est-ce que, quand même, ça a été un levier, cette loi SRU, un levier efficace pour construire des HLM en France? On a, grâce à la loi SRU, construit énormément de logements sociaux. Peut-être juste un point pour les gens qui nous écoutent. Le logement social, c'est pas fait pour les ménages pauvres. Le logement social, il y a 70% des gens qui sont éligibles, en théorie. Et donc, dans le logement social, quand on respecte la loi SRU, on est en capacité d'accueillir des ménages qui pourraient pas se loger ailleurs, mais aussi des ménages des classes moyennes, des travailleurs essentiels, etc., etc. C'est une loi, vous l'avez dit, qui a 25 ans. Aujourd'hui, il y a encore, ça a été dit, plus de la moitié des communes qui ne respectent pas la loi. Une loi qui a 25 ans, dont la moitié des communes ne la respectent pas, c'est quand même problématique d'un point de vue d'application de la loi. Si toutes les communes remplissaient leurs objectifs SRU, on serait à 700 000 logements sociaux supplémentaires. C'est massif sur un parc de 5 millions. Donc il faut avoir en tête ces ordres de grandeur-là. Et il y a une vraie responsabilité des maires, là pour le coup, dans la non-application. Ça a été dit, il y a des maires qui décident que la mixité sociale, c'est pas chez eux. Alors ils vont répondre qu'ils ont des difficultés à produire, ce genre de choses. Bon, il y en a certains qui produisent, mais qui ne produisent pas de logement social. Le logement social, aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a trouvé, sans être un défenseur du logement social pour le logement social, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour produire du logement moins cher que le marché. Bon, c'est du logement qui coûte pas très cher, on a des bailleurs sociaux qui s'endettent sur 50 ans, et donc peut-être qu'il faudrait inciter plus lourdement les maires à respecter la loi, qui est une loi qui, une fois de plus, a 25 ans aujourd'hui, et puis refaire aussi de la pédagogie, c'est-à-dire que sans rentrer dans le détail de comment fonctionne le parc social, mais peut-être qu'il y a des logements sociaux qu'il faudrait laisser dans la loi SRU, dans les quotas SRU, mais qu'il faudrait arrêter d'appeler des logements sociaux. Aujourd'hui, la petite musique, c'est de faire rentrer des logements qui ne sont pas des logements sociaux dans les quotas SRU. On parle de logements intermédiaires, on parle de tout ça. Le logement intermédiaire, ça n'existe pas. C'est-à-dire quand vous voulez construire du logement pour des gens qui aujourd'hui ne sont pas éligibles aux logements sociaux, c'est-à-dire que vous cherchez à construire du logement pour les 30% de ménages les plus riches. On peut penser qu'en priorité, c'est pas eux qui ont besoin de logement. Donc peut-être qu'il y a des logements, c'est typiquement ce qu'on appelle les PLS, qui sont des logements sociaux moins chers que le marché, mais qui en fait n'accueillent pas du tout la classe moyenne inférieure ou les ménages les plus pauvres, qu'on pourrait arrêter globalement, collectivement, d'appeler des logements sociaux, et peut-être que ça donnerait envie aux maires d'en construire plus. Parce qu'effectivement, il y a cette... Alors, je reprends un peu vos termes, cette caricature de celles et ceux qui peuvent accéder aux logements dits sociaux. Je vais donner un exemple. On est dans les Bouches-du-Rhône, à Loches, un bras de fer entre le maire et la préfecture autour d'une construction de HLM. Le préfet qui a publié un arrêté, il prend la main sur une parcelle, il va y construire des logements sociaux. La commune, elle est à 7,5%. On est loin des 20 ou des 25% dont on parlait. Et alors, évidemment, ça fait réagir le directeur régional de la Fondation pour le logement des défavorisés qui critique le maire. On écoute Francis Verned. De ce qu'il en dit publiquement et médiatiquement, lui, son frein, c'est il veut préserver un cadre de vie. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est-à-dire que les habitants des logements sociaux amènent un autre type de cadre de vie. Alors nous, la Fondation, ce qu'on sait, c'est qu'en termes de dynamisme pour le petit commerce, les logements sociaux, c'est top parce que les habitants ayant des faibles ressources, en général, ils consomment 100% de ce qu'ils ont. Et du coup, ça fait vivre aussi le commerce. Ça remplit les classes dans les écoles, ça remplit les classes dans les collèges. Et ça amène de la vie dans le bénévolat, dans les associations, les clubs de sport, etc.
Alors, Catherine Sabat, je m'appuie sur le sondage que vous avez effectué auprès de, je crois, un millier d'élus, un millier de maires. Alors, ils disent quoi? Ils sont hostiles ou au contraire favorables aux logements sociaux? Après, il y a le déclaratif et puis il y a ce qu'ils font. Ailleurs, il y a le déclaratif et puis il y a aussi ceux qui sont concernés ou pas. Oui. Mais globalement, en fait, il y a dans toutes les strates de communes qu'on a étudiées, des petites jusqu'aux grandes, il y a des opinions plus positives pour le maintien de cette loi et la protection de cette loi. Donc les maires sont pour la loi SRU. Après, il y en a qui demandent, ils sont 29% à peu près, ce qui est quand même beaucoup, à demander qu'en cas de non-respect de la loi, les permis de construire soient transmis au préfet, que les amendes soient plus lourdes ou demander un statu quo, donc on reste comme ça. Et puis il y en a un certain nombre qui demandent un assouplissement. C'est-à-dire il y en a un certain nombre, pour être très honnête, qui disent « nous on est pour, mais on veut un assouplissement ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire un assouplissement dans ces cas-là? Est-ce que ça veut dire on ne veut pas 25%, on veut moins? Est-ce que ça veut dire du logement social, ok, mais chez mon voisin, pas chez moi, donc à l'échelle de l'interco et non pas de la commune? Mais en tout cas, c'était intéressant de voir ce résultat parce qu'il faut bien dire, et vous l'avez évoqué, les contournements possibles de la loi SRU, il y en a plein. C'est-à-dire qu'on fait de la résidence pour des étudiants, la résidence sociale pour des étudiants. C'est compté comme du logement social, mais c'est des étudiants qui restent 1 an, ensuite qui partent, etc. Donc il n'y a pas du tout le même sentiment négatif, critique que ceux qui critiquent la loi SRU, évidemment, attachent au logement social. Pareil pour des résidences pour personnes âgées. Donc ça, c'est des manières qui ont été documentées par la recherche de contourner la loi SRU et de ne pas faire du logement classique appelé HLM, mais comme disait Pierre, auquel 70% des ménages sont éligibles. C'est ce que je retiendrai de ce débat. Je ne connaissais pas ce chiffre. Merci de m'avoir éclairé. Que dit le législateur que vous êtes d'une loi qui est si mal respectée? Alors, je vais déjà parler en tant qu'élu local, parce que et je pense on peut faire les deux. Mais vaut mieux d'ailleurs s'inspirer du local pour faire le national. Non, je suis d'accord sur le fait que... Alors, moi, je viens d'un département où j'ai une commune qui s'appelle Reims, qui est à 43% de logements sociaux. Donc, comme quoi... c'est possible. Oui, c'est possible, mais voilà. Mais il y a une stratégie territoriale. Je pense aussi qu'il y a une image qui est renvoyée du logement social. Vous disiez, voilà, c'est... une population en difficulté qui va créer des problèmes, etc. Ce qui n'est pas vrai. Effectivement, 70%, j'avais déjà entendu le chiffre, c'est aussi des jeunes actifs. C'est aussi ce qui va drainer un territoire. Donc, il y a déjà une image du logement social. Je pense aussi que ce niveau, il ne doit plus être traité au niveau des communes. Je pense que vraiment... Les compétences, d'ailleurs, sur les intercos arrivent en termes de documents d'urbanisme, le logement. Je pense que quand on est sur des communautés urbaines, etc., je pense que voilà, la compétence remonte. Donc, il y a une vision plus large, territoriale. C'est vrai quand même que dans certaines communes, quand vous êtes une petite commune et que vous n'avez pas la capacité de pouvoir construire, c'est un peu, c'est un peu dommage quand c'est déjà très, très densifié. Voilà, donc... mais quand même, les sanctions ne sont pas dissuasives. Oui, mais on pourrait effectivement les augmenter. Ce n'est pas un sujet. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est quand on donne des seuils, 25%, 30%, etc. Il faut bien définir. Oui, il faut bien définir. Mais parfois, ça ne tient pas compte. En tout cas, 7,5, c'est en dessous. Oui, alors ça, c'est clair. Quel que soit le seuil qu'on prend. Je pense qu'il devrait y avoir une fourchette sur laquelle le préfet pourrait aussi intervenir, qui est une relation entre le préfet et les intercos pour être en capacité de tenir compte aussi des réalités territoriales. Vous le disiez tout à l'heure sur le logement, c'est vrai que étudiant, c'est vrai que beaucoup de maires font du logement étudiant, alors ce qui est pas mal pour les étudiants dans certains domaines, parce que ça rentre dans le quota SRU et c'est surtout pas consommateur de services. Ouais, parce que derrière, c'est aussi un élément. Bon. Alors, et j'ai pas répondu sur le législateur, je suis d'accord. Bah oui, parce que quand même, vous devez être frustré de voir une loi si mal appliquée. Pourquoi? Si, quand même. On a voté. Non, mais attendez, sur le logement social, il y a quand même aussi d'autres sujets. Il y a quand même des gens aujourd'hui qui sont dans le logement social qui n'ont rien à y faire. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, ça reste quand même Et puis, parfois, c'est quand même assez compliqué. Il y a quand même... En termes de foncier, de financement du logement social aussi, ça a un coût derrière. Donc aujourd'hui, c'est aussi, est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Je crois qu'il y a aussi cet aspect-là. C'est pas que réglementaire, c'est pas que fiscal. Oui, c'est-à-dire que les maires, ils ont un certain nombre de pouvoirs en matière d'urbanisme ou de logement et pas forcément les moyens budgétaires qui vont avec. C'est quand même le maire qui décide du permis de construire. Donc à un moment donné, quand il y a des promoteurs privés, il peut dire non et il peut aussi privilégier un acteur du logement social. Je voulais juste souligner qu'il y a une proposition de loi émanant du
Sénat, hein, parlons-en quand même, qui reprend une loi, une autre proposition de loi qui avait été effacée par la dissolution, hein, la loi dite Kasbarian. Et cette proposition de loi actuelle, elle propose la même chose, c'est-à-dire de faire rentrer dans les quotas de 25% du logement qui n'est pas social et qui est le logement intermédiaire dont parlait Pierre, le LLI, qui correspond aux 30% au-dessus des 70%. Donc il y a quand même une attaque là contre une loi qui a 25 ans, qui est un des piliers quand même de la politique du logement et qui donne, et c'était son objectif, hein, qui donne accès ou qui essaye de donner accès à tous les territoires, à tout le monde. Peut-être justement, je voulais verser dans le débat un chiffre que j'ai vu en préparant l'édito que je trouve assez alarmant, c'est qu'en réalité, on dit on est à peu près à 45%, on va dire, d'application de la loi SRU. Et en réalité, dans ces 45%, plus du double de ceux qui appliquent, c'est 18 communes à peine. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, quand on se dit ça marche relativement bien, en réalité, ça pèse sur très très peu de nos communes. Je rappelle qu'on en a 36 000. Et quand on regarde les objectifs triennaux, c'est pareil, on peut se féliciter de la bonne application de la loi, parce qu'en fait, en moyenne, on respecte les objectifs, mais c'est tiré par de très bons élèves. Alors, de très bons élèves qui sont jugés comme des mauvais élèves parce qu'ils ont trop de logement social dans leur commune, par certains. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, il y a pas mal de responsables politiques aujourd'hui. C'est forcément de gauche, il y a une question là-dessus. C'est une question de Brigitte qui nous écrit de Roubaix. La politique pour le logement, est-ce que c'est une politique menée autant par les maires de droite et de gauche? Quelles sont les différences selon les orientations politiques? Est-ce qu'on, quand on est de gauche, on fait plus de logement social? Pas forcément. En fait, pardon, excusez-moi. En tout cas, dans les programmes électoraux qu'on a un peu décortiqués, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logement social, il est au programme dans beaucoup de cas à gauche et à droite, mais à gauche pour en faire plus, à droite pour le déréguler plutôt et pour le rapprocher du fonctionnement du logement privé. Il y a quand même un rôle des maires, mais il y a aussi un rôle de l'État. C'est-à-dire que l'État est quand même censé être garant de la cohésion territoriale. Quand on voit des communes à 43% de logements sociaux et des communes à 3,5 ou à 4, ça pose un problème. Et donc, l'État doit aussi reprendre la main sur, en effet, l'application de la loi. Alors, beaucoup disent, en effet, le bon échelon, c'est l'interco. Bon, mais est-ce qu'on va appliquer les quotas SRU sur l'intercommunalité? Dans ce cas, c'est facile, hein, les mauvais élèves. Si à côté, vous avez, je sais pas, il y a un département comme le 92, par exemple, où quasiment tous les logements sociaux sont concentrés à Nanterre. Donc le 92, ils ont qu'à dire, on se met à l'échelle du département, et puis en fait, on a respecté les quotas SRU. Est-ce que c'est vraiment comme ça? L'un des objectifs de la loi SRU, c'est inscrit dans l'article 55, c'est la mixité sociale aussi. Est-ce qu'on fait de la mixité sociale à l'échelle de l'intercommunalité? Est-ce qu'on en fait à l'échelle de la commune? Dans des communes comme Paris, Paris est sur le point où a dépassé là, ses objectifs. Il y a 75% des logements sociaux à Paris qui sont concentrés dans 3 arrondissements. Bon, donc, et à côté de ça, il y a des arrondissements qui n'ont aucune envie, on le voit bien là dans les débats des municipales, de construire du logement social. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait de la mixité et qu'on lutte contre la ségrégation? C'est pas certain. Peut-être qu'en fait, il faudra aller à une échelle plus fine que l'échelle communale. Allez, j'ouvre un autre chapitre, comme promis, sur l'encadrement des loyers. Regardez ce sondage Odoxa, question, que pensez-vous des dispositifs d'encadrement des loyers? 27% des personnes interrogées disent c'est une mauvaise chose, ça dissuade les Français d'acheter des biens pour les mettre en location. 71% trouvent que l'encadrement des loyers, c'est positif, ça garantit aux locataires des prix plus raisonnables. On va faire un peu de pédagogie grâce à Clémentine Louise pour expliquer de quoi on parle. Rebonsoir Clémentine, quelles villes sont concernées et en quoi ça consiste? Dites-nous tout. L'encadrement des loyers, en fait, c'est un plafonnement qui est imposé aux propriétaires pour éviter une hausse excessive des loyers, surtout dans des zones qu'on appelle tendues, c'est-à-dire en fait là où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Quand il n'y a en fait pas assez de logements pour beaucoup de demandes, eh bien mécaniquement les prix augmentent. Alors pour enrayer cette hausse des prix, la loi elle prévoit 2 mécanismes. D'abord l'encadrement de l'évolution des loyers, c'est-à-dire en fait limiter la hausse des loyers entre 2 locataires ou lors d'un renouvellement de bail. Et puis il y a l'encadrement des niveaux de loyer, qui est cette fois-ci un dispositif qui est encore expérimental et qui consiste à plafonner le montant initial des loyers. Alors on va s'intéresser à ce dispositif. Comment ça fonctionne? Encadrement des loyers initiaux. Alors voilà, concrètement, chaque année, en fait, pour chaque territoire, il y a un arrêté préfectoral qui détermine un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré. Et en fait, les propriétaires ne doivent pas dépasser le loyer de référence majoré, avec quand même quelques exceptions. Par exemple, pour des logements qui sont neufs ou des logements qui viennent d'être refaits, eh bien, le propriétaire peut appliquer un complément de loyer. Quelles sont les villes concernées aujourd'hui par cette expérimentation?
Alors, le dispositif, il a commencé à Paris, c'était en 2015, c'était un an après l'adoption de la loi Allure, celle qui a permis cet encadrement des loyers. Et après Paris, en fait, ce dispositif, il s'est progressivement étendu à d'autres villes en zone tendue. Aujourd'hui, il y a 69 villes qui imposent l'encadrement des loyers. Alors, il y a des métropoles comme Bordeaux, Lille, Lyon, Grenoble, Montpellier, mais il y a aussi des communautés d'agglomération, par exemple au Pays Basque, autour de Grenoble, dans l'Est et dans le nord de l'île de France. Et comme c'est une expérimentation, évidemment, la loi, elle prévoit des bilans réguliers. Oui, et le dernier bilan, c'était en 2023. Il a confirmé des effets positifs sur la baisse des loyers. Par exemple, à Paris, entre 2023 et 2024, les Parisiens ont économisé presque 150 € sur leur loyer. Et dans d'autres grandes villes françaises, eh bien, l'encadrement a permis en moyenne de réduire le niveau des loyers de 4%. Et donc cette expérimentation, eh bien, elle a été poursuivie, elle a été prolongée jusqu'à la fin de cette année. Et cette année, peut-être qu'on verra l'arrivée de Marseille. Marseille qui aujourd'hui n'est pas concernée par ce dispositif et qui pourrait le rejoindre avant la fin de l'année. C'est en tout cas l'un des sujets qui fait débat en ce moment avant les municipales à Marseille. Oui, effectivement, c'est l'un des thèmes qui est abordé dans cette campagne des élections municipales à Marseille. Cédric Chevalier, pour ou contre? Est-ce qu'il faut, mettre un tour de vis supplémentaire, encadrer encore plus les loyers, ou au contraire laisser la liberté aux propriétaires? Mais en fait, alors je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas un adepte de l'encadrement des loyers, je n'ai pas de recul sur les choses, mais en fait, on le fait dans des villes ou dans des secteurs où c'est tendu. Dès que vous détendez le marché, de facto, les prix ne vont pas augmenter. En fait, c'est la loi du marché. Je vais vous prendre un exemple. Bordeaux, et d'ailleurs, la tension du marché est arrivée sur le fait qu'une partie des petites surfaces sont parties aussi en Airbnb, etc. On en parlait tout à l'heure. Bon, Bordeaux, pendant le Covid, tension pour un jeune, pour trouver un petit logement. D'accord ? Covid, eh ben là, ça s'est détendu. Parce que la plupart des petites surfaces étaient en Airbnb, et comme on ne pouvait plus louer, eh ben, on a détendu et ça a été plus facile de trouver du logement. Donc en fait, quand vous détendez le marché, c'est-à-dire quand il y a une offre suffisante, là forcément, mécaniquement, puisque vous êtes en concurrence, les prix se régulent d'eux-mêmes. Là, on est à chaque fois sur des villes qui sont tendues. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 3 millions de logements qui sont vacants. Il y a quand même une question qu'il faut se poser. Pourquoi les gens ont choisi pourquoi les propriétaires ne mettent pas leur logement sur le marché? Eh bien, posons-nous la question. Posons-nous la question par rapport à ça, parce que c'est une réalité. Quand vous êtes propriétaire, pour certains, c'est un complément de revenus ou demain une retraite préparée. C'est quand vous avez un pépin avec un locataire, ça devient extrêmement compliqué à en sortir et ça coûte. Et c'est une réalité. Donc, on a voulu, à un moment donné, protéger le locataire, ce qui est tout à fait normal, mais le pendule est allé un peu trop loin, ce qui fait qu'un certain nombre de propriétaires décident aujourd'hui de ne pas louer pour ne pas prendre de risques. Ça existe au niveau des collectivités territoriales. Il y a des communes qui ont des locations qui ne veulent pas les mettre sur le marché parce que c'est trop dur ensuite de pouvoir récupérer les impayés s'il y en a. Catherine Sabat, est-ce qu'effectivement, cette mesure d'encadrement loyer, ça peut dissuader certains propriétaires de mettre leurs biens sur le marché? Alors moi, le fait de posséder un bien qu'on a acheté pour le louer, de ne pas le mettre sur le marché, il y a un truc qui m'échappe d'un point de vue économique. C'est-à-dire que ça devient un bien qui coûte, qui se dégrade, qui ne rapporte rien et qui ne sert à rien en plus. Oui. Donc en fait, c'est quand même un truc un peu paradoxal et bizarre. Dans les 3 millions de logements vides que l'INSEE recense, en fait, il faut avoir en tête que l'INSEE compte aussi les logements qui sont entre deux locations ou entre deux transactions. Donc c'est pas 3 millions et je ne sais pas très bien quel est le chiffre exact de logements qui sont vides depuis plus de 2 ans et qui sont soumis d'ailleurs à la taxe sur les logements vacants. En fait, ces logements vides, il y en a dans les métropoles, c'est vrai, mais il y en a beaucoup dans des territoires où il n'y a pas d'emploi, ou en tout cas qui ne sont pas attractifs pour l'emploi. Et il y a aussi beaucoup de logements qui sont vides parce qu'ils ne sont pas en état d'être loués, parce qu'ils appartiennent à des propriétaires qui n'ont pas les moyens de les rénover, parce qu'ils sont issus de successions non résolues. Enfin, il y a plein de raisons. Et donc, dire il y a 3 millions de logements vides, je pense que c'est un peu exagéré. Et sur l'encadrement des loyers, alors nos maires, ils sont pour aussi. C'est-à-dire que plus de 50% des maires considèrent que l'encadrement des loyers, c'est une bonne mesure. Alors, dans ce cas-là, on peut penser qu'ils pensent à leurs habitants. Derrière ça, Pierre Madec, il y a cette idée que le système français il serait trop protecteur pour les locataires. Bon, il faut déjà déconstruire, tout comme il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites sur le logement social,
il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites sur l'encadrement des loyers. Ouais. On a beaucoup dit l'encadrement des loyers, c'est un gel des loyers, c'est un blocage total, c'est la loi de 48, vous vous rendez pas compte. C'est pas ça du tout, l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers en niveau, l'encadrement des loyers en évolution, ça a été dit, c'est en vigueur depuis 2012. Personne n'en parle. Le décret, il est repris chaque année par tous les gouvernements successifs et ça pose de problème à personne. Alors que c'est révolutionnaire de dire on encadre les loyers à la relocation, on dit aux propriétaires vous n'avez pas le droit d'augmenter de plus que X% de votre loyer. À l'époque, c'était révolutionnaire. Plus personne n'en parle. Là, ce qui fait débat chez les maires, c'est l'encadrement en niveau. L'encadrement en niveau, c'est quoi? C'est vous mettez un observatoire des loyers sur votre territoire, vous regardez le marché, vous prenez une grande fourchette, un râteau presque, au milieu du marché, autour de la moyenne, moins 20%, plus 30%. Donc il y a quand même de la marge pour les propriétaires. Et c'est le marché qui décide du niveau de l'encadrement. C'est pas l'État, c'est pas les collectivités locales, c'est le marché. On observe le marché et on dit juste aux propriétaires, dans ce marché-là, essayez de ne pas être trop haut pour chasser les abus. Donc, on est très très loin du blocage et de l'encadrement. Vous faites des travaux, vous pouvez sortir de l'encadrement. Vous avez un complément de loyer, une baignoire ou je ne sais quoi, vous pouvez sortir de l'encadrement. Donc on n'est quand même pas sur une loi. Donc il faut aussi recréer un peu de réalité autour de ce qu'est l'encadrement des loyers. Le principal risque de l'encadrement des loyers, c'est la raréfaction de l'offre. C'est les propriétaires qui, en effet, retirent leurs biens. Ce que montre l'étude qui a été citée tout à l'heure sur Paris, menée par l'APUR et des chercheurs, c'est qu'il y a un effet réel sur le niveau des loyers. Les loyers, non pas baissent, non pas n'évoluent pas, augmentent moins vite. C'est pareil, c'est des économies de loyer, mais les locataires payent quand même plus cher à la fin. C'est juste qu'ils payent moins cher que s'il n'y avait pas eu d'encadrement. Et pour l'instant, on ne voit pas d'effet sur l'offre. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour l'instant, à Paris, là, sur les 2-3 dernières années, il n'y a pas d'effet propre de l'encadrement des loyers sur l'offre. Cet effet, il va peut-être venir. Et donc, il faut s'en protéger. Et donc, en effet, il faut inciter les ménages, ce qui n'est pas du tout fait aujourd'hui, qui commence à être fait avec la proposition de loi, enfin la loi Jeanbrun, dispositif Jeanbrun d'investissement locatif, un peu. Mais il faut inciter les ménages à réinvestir dans le logement et à remettre leur logement en location à l'année. Il faut les contraindre sur le Airbnb, leur fermer le plus de portes possible pour qu'ils n'aillent pas mettre leur logement ailleurs qu'en mise en location à l'année. Puis il faut peut-être aussi, là, actionner l'outil fiscal. Aujourd'hui, vous êtes moins taxé sur vos revenus financiers que sur vos loyers. C'est un problème. Si on a envie de réinvestir dans le logement, que les propriétaires remettent leur logement en location à l'année, il faut peut-être revoir ce régime fiscal. La réforme de la fiscalité du capital qui a été mise en œuvre en 2017, elle avait pour objectif de désinciter les gens à investir dans le logement. C'est quand même bizarre aujourd'hui qu'on vienne se plaindre que les gens désinvestissent dans le logement alors que c'était l'objectif de la réforme fiscale de 2017. Merci beaucoup, on va terminer là-dessus. Merci d'avoir participé à notre débat. À très bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, sur notre plateforme. Nous réécouter en podcast. Je sais qu'une certaine Anne-Charlène Bézina écoute l'émission en podcast de temps en temps. J'adore ça. C'est très agréable aussi, simplement Faites-le. à l'oreille. Voilà. et notez enfin que l'invité d'Oriane Mancini demain dans notre matinale, ce sera Julien de Normandie, ingénieur agronome. C'est son métier, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il publie et du logement. Le champ et du logement. Ne l'oublions pas, ça a été l'un de ses postes. Le chant du sol, c'est aux éditions du Seuil. Belle soirée, merci.